Femme est l'avenir de l'homme, ça on le savait déjà, mais les femmes sont-elles l'avenir de la politique? Si l'on s'en tient à la pure statistique, après des décennies de progression, la part des femmes dans les différents parlements a plutôt tendance à stagner depuis une dizaine d'années. La Suisse, par exemple, avec 32% des sièges attribués à des femmes au Conseil national lors des dernières élections de 2015, la Suisse est loin de se situer parmi les meilleurs élèves européens, dont aucun des champions en toute catégorie, comme la Suède, la Finlande et l'Espagne, n'atteint cependant la parité, il faut le noter. Alors comment, sans attendre la lente évolution des mœurs politiques et les rôles assignés à chacun et chacune, comment susciter des vocations chez les femmes, augmenter leurs chances d'être élues? On en parle avec quelqu'un qui connaît par cœur le sujet. C'est Marlène Coulonguy, membre du Haut Conseil français à l'égalité entre les femmes et les hommes, professeure de communication à l'Université de Toulouse. Bonjour madame. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité ce matin en Suisse. Vous êtes de passage dans notre studio de Neuchâtel. Neuchâtel, où vous vous exprimiez hier soir à l'auditoire Microcité à l'invitation de l'Office neuchâtelois de la politique familiale et de l'égalité. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h pour aborder cette question et commenter aussi quelques sujets issus de la presse suisse romande et alémanique. Les femmes, donc les femmes, bah oui, aussi éduquées, compétentes, voire même plus que les hommes. En politique, néanmoins, elles continuent à être rares dans les postes clés où se décide a priori notre avenir. Comment comprenez-vous cela ? Eh bien, alors d'abord une toute petite précision, je ne m'exprimais pas hier soir, mais je m'exprime ce soir. Ah oui, c'est une précision d'importance, mes renseignements étaient erronés. C'est donc ce soir à Microcity, oui. Tout à fait. Pardonnez-moi. Donc, s'agissant de la place des femmes en politique, effectivement, ça reste une interrogation extrêmement forte, probablement pour vous en Suisse, mais également chez nous en France, puisqu'on a un arsenal législatif qui est absolument considérable et extrêmement contraignant, probablement un des plus contraignants en Europe, voire au monde, puisque les dernières lois sur la parité ont exigé un nombre égal de femmes dans nos conseils départementaux, dans nos conseils régionaux, dans les conseils municipaux des villes de plus de 1500 habitants. Et pourtant, malgré cela, dès qu'on arrive au niveau des conseils, dès qu'on arrive au niveau des exécutifs, on se rend compte que la part des femmes chute de façon drastique. C'est-à-dire qu'il y a bien un partage des places, encore une fois, en raison des obligations légales. En revanche, il n'y a pas de partage du pouvoir. C'est un blocage des hommes ? Ce sont les hommes qui bloquent parce qu'ils ne veulent pas partager ce pouvoir ? Écoutez, j'ai peur, cher monsieur, de devoir répondre que oui, effectivement, les hommes, ils sont pour quelque chose. Alors, le paradoxe, c'est que ces mêmes hommes qui ont voté les lois sur la parité, eh bien, quand il s'agit concrètement sur le terrain et quand eux-mêmes sont mis en cause, sont concernés, eh bien, effectivement, ils freinent des quatre fers et ils essayent de toutes les façons possibles et imaginables de contourner la loi. Mais comment est-ce possible encore au XXIe siècle ? Expliquez-nous. Mais écoutez, je partage votre stupeur. Eh bien, écoutez, prenons un exemple. C'est une véritable stupeur parce qu'au fond, rien ne nous prédestine à cet état de fait. Les femmes sont partout. Et pourquoi les hommes arrivent encore à bloquer cela au dernier étage ? Comment ça se passe ? Ce sont des mécanismes entre eux. C'est un entre-nous de ces hommes qui bloquent les femmes sciemment. C'est inconscient. Comment ça s'opère tout ça ? Effectivement, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut rappeler que cet entre-soi masculin au niveau de la politique, il dure depuis des centaines d'années, voire des millénaires. La chose politique a été pensée par et pour les hommes. Et pour en rester à la France, en 1789, notre grande révolution française qui a voté l'abolition des privilèges n'a pas voté l'abolition des privilèges masculins, puisque les femmes ne sont pas arrivées au pouvoir pour autant. Bref, nous avons eu les 200, un peu plus de 200 dernières années, qui ont façonné un monde politique, un monde républicain, une démocratie pensée par et pour les hommes, avec un imaginaire fondamentalement masculin. Qu'est-ce que c'est qu'être un professionnel de la politique ? Eh bien, c'est disposer d'un certain nombre de vertus politiques, vertus qui vient du mot wir, l'homme, et ça n'est sans doute pas un hasard. Donc, il y a cet imaginaire qui est fondamentalement masculin et qui joue dans la façon dont les hommes se cooptent, dans la façon dont ils pensent le politique, et qui est une barrière à l'entrée par rapport aux femmes. Donc, oui, avant les quotas, avant les leviers que serait une parité obligatoire, il faut essayer d'abord de travailler sur l'imaginaire. Pas facile, Mais il faut travailler en même temps sur cet imaginaire. Il faut d'abord en avoir conscience pour réussir à le déconstruire. Et puis, il faut aussi, bien sûr, mettre en place tout cet arsenal législatif que j'évoquais tout à l'heure, et puis le respecter.
parité. Alors une petite anecdote, donc en France, les élections sénatoriales, pour favoriser justement la parité, ont mis en place des listes qui alternaient des candidatures hommes et des candidatures de femmes. Eh bien certains hommes, plutôt que de se trouver derrière une femme et donc de risquer de ne pas être élus, ont préféré conduire une liste dissidente pour être sûr de figurer au Sénat. Là aussi, stupeur et tremblement de ma Stupeur part. et Mais tremblement, cela dit, voilà. on pourrait imaginer un mécanisme d'amende ou de punition. Enfin, comment pourrait-on agir vis-à-vis de ces hommes qui font preuve d'une certaine lâcheté, pour ne pas dire d'une lâcheté certaine? Comment agir contre ça? Alors je crois que c'est moins de la lâcheté que le désir de conserver un pouvoir qu'ils considèrent comme leur étant Oui, mais à tout prix. naturellement C'est ça que j'appelle de la lâcheté. À tout prix, absolument à tout prix. Alors bon, je crois qu'il y a différents leviers sur lesquels on peut agir, hein. On a évoqué bien sûr la loi. Il faut probablement aussi que les femmes, disons, considèrent que le monde politique leur est ouvert à l'égard des hommes. Et puis, il y a bien sûr ce travail à long terme que nous appelons tous de nos voeux et qui est celui sur l'éducation. Il faut promouvoir, il faut forger une culture de l'égalité. Et ça commence évidemment dès la petite enfance, hein, par le respect de l'autre et la considération qu'un garçon vaut une fille et qu'une fille vaut un garçon. Et ce qu'on dit souvent, alors à part ce fameux syndrome de l'imposteur que ressentiraient les femmes, bon, ça a été prouvé par quelques études. Pratiquement, on dit que pour une femme, c'est plus difficile de concilier une vie professionnelle, une vie privée et donc, en l'occurrence, un mandat politique. C'est vrai? C'est plus dur pour une femme? Absolument. Oui. Enfin, toutes les femmes politiques avec lesquelles j'ai été amenée à m'entretenir disent effectivement qu'elles font trois métiers d'une certaine façon, hein. Même quand elles sont professionnelles de la politique, sauf à arriver au niveau les plus élevés, elles concilient leur vie professionnelle, leur fonction de représentante politique et leur vie privée. Et vous avez raison de souligner l'écrou que constitue la vie privée. Et le partage des tâches est évidemment un des points, je veux dire, au niveau de la vie privée, est évidemment un des points importants à soulever. Il faut que ces messieurs acceptent, là encore, de faire leur part de travail au niveau de la vie domestique. Et là encore, on n'avance pas. La Suède, on n'avance pas, mais en Suisse aussi, hein, au fond, on n'est qu'à 32%. Je le disais, alors c'est beaucoup mieux qu'il y a 40 ans, on n'était qu'à 5%. Reste qu'il faut quand même considérer que le droit de vote n'a été acquis aux femmes qu'en 1971. On parlait de la Suède, quels sont à vos yeux, Marlène Coulangui, les exemples européens dont il faudrait s'inspirer pour faire avancer les choses? La Suède, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu besoin de quotas ou de parité obligatoire. La parité en Suède s'est imposée d'elle-même, sans recours ni à la loi ni à d'autres artifices techniques. Est-ce qu'on peut s'inspirer, en France, en Suisse ou ailleurs, peut-être de cet exemple suédois? Alors c'est vrai qu'on cite sans arrêt la Suède, et à juste titre, mais il faut rappeler aussi que la Suède a été une des premières à mettre en place justement cette culture de l'égalité dès la petite enfance. Et les écoles suédoises sont probablement des modèles dont il faut s'inspirer dans la façon dont ils ont déconstruit le travail du genre à travers la façon dont ont été repensés les espaces. Vous savez que dans les cours des écoles, les petits garçons occupent avec leurs jeux de balle l'essentiel de l'espace. Les petites filles se trouvent marginalisées sur les côtés. Donc ça, c'est des choses dont il faut avoir conscience pour que les petites filles se sentent aussi légitimes à prendre leur place, non seulement sur le plan spatial, mais aussi sur le plan intellectuel et autres. Les jouets, hein, avec les jouets de petits garçons, les jouets de petites filles, l'orientation, bon, on connaît tout ça, mais ce n'est évidemment pas un hasard si la Suède, qui a pensé ces questions depuis très longtemps, donc très en amont d'une culture politique, est aussi le pays où l'égalité politique s'est imposée sans recours à la loi. Hypothèse schématique, on change les mœurs dans les crèches et au fond on retrouve 30 ans plus tard plus de femmes en politique? En tout cas, c'est une hypothèse à laquelle je crois, oui. Est-ce qu'il y a d'autres leviers à inventer pour changer la donne, à part la culture, qui est un grand levier quand même, quelques artifices techniques? Sur quoi est-ce qu'on peut travailler aussi? Sur le discours des médias, par exemple, parce que vous êtes professeur de communication aussi, donc c'est intéressant de vous entendre. Et on dit que les médias ont un rôle déterminant à jouer dans cette répartition encore déséquilibrée entre hommes et femmes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'on doit aussi travailler, nous médias, sur cet aspect-là des choses?
Mais certainement, bien sûr. Donc, effectivement, les médias très souvent jouent un rôle contre-productif et finalement, enfin sur le plan de l'égalité, bien sûr, et finalement reproduisent ce sexisme qui caractérise la société dans son ensemble et qui est très souvent un sexisme inconscient. Et ce qu'on observe quand on travaille sur la représentation des femmes et des hommes politiques dans les médias, c'est que les femmes politiques ne sont pas des hommes tout à fait comme les autres. C'est-à-dire que bien souvent, lorsqu'on commence un portrait de femme politique dans les médias, on va s'attarder sur sa coiffure, son vêtement, ses chaussures, talons, pas de talons. Et puis, comment, ma chère dame, faites-vous pour concilier précisément votre engagement politique avec votre vie privée? Autant de questions qu'on ne pose évidemment pas aux Mais c'est messieurs. du sexisme inconscient de la part du journaliste en Je l'occurrence, hein, c'est ce que pense que vous dites. voilà, On le l'espère. cadrage, le cadrage est sexiste et les journalistes, comme tout à chacun dans la société, est habité par ce que j'appelle cet inconscient, donc structurellement sexiste. Et ce qu'il est important de pointer aussi, c'est que les mots pour parler des femmes et des hommes politiques ne sont pas tout à fait les mêmes dans les médias. C'est-à-dire que d'un homme politique, on dira volontiers qu'il a du caractère. D'une femme politique, on dira qu'elle a un sale caractère. D'un homme politique, on dira qu'il a de l'autorité. D'une femme politique, on dira qu'elle est, ma foi, autoritaire quand elle n'est pas carrément autoritariste. Quand un homme politique change d'avis, on dit qu'il est à l'écoute. Quand une femme politique change d'avis, on dit qu'elle est inconstante, etc., etc. Donc, toutes ces dissymétries strictement verbales pointent vers cette structuration sexiste de nos mentalités et qui sont aussi, malheureusement, celles des médias. Donc, je pense effectivement qu'un travail, là encore, de déconstruction doit être effectué par les journalistes.